Bonjour Daniel Kunt. Bonjour, On- merci d'ailleurs de m'avoir invité, je suis ravi de vous rencontrer Ah bah nous aussi. sur cette chaîne. On va pouvoir parler de beaucoup de choses. On va pouvoir parler d'astrophysique, notamment des galaxies. Donc ça a été un des domaines sur lesquels vous avez travaillé. Absolument. Donc est-ce que déjà vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste votre métier? Ah, alors ça dépend des astronomes. Moi je suis astrophysicien, Ouais. c'est-à-dire que je m'intéresse à la physique des astres, des galaxies, des étoiles, des planètes, hein. Pas seulement la position, ça c'était le rôle de l'astronomie, de positionner D'accord. assez bien ce que nous sommes et comment le ciel changeait au cours du temps. Et ensuite, à peu près au milieu du XXe siècle, on s'est intéressé encore beaucoup plus à la physique, la nature de ces astres. Était-il gazeux, était-il solide, froid, chaud, Hmm. etc. Et là, on a introduit les lois de la nature, les lois de la physique, et c'est devenu de l'astrophysique. Voilà. D'accord, Donc ok. je suis astrophysicien. Après, parmi les astrophysiciens, vous avez des théoriciens, vous avez des gens qui fabriquent des instruments, et vous avez des observateurs. Ok. Et alors, c'est pas complètement étanche, c'est-à-dire qu'on a le droit quand même de savoir de quoi on parle quand on fait des observations Hmm. et d'être capable de manier soit des modèles, soit des théories. Et moi, j'ai surtout exercé ce métier par le biais de l'observation. J'ai utilisé des grands télescopes Hmm. spatiaux ou au sol. Alors, spatiaux, vous connaissez certainement très bien le télescope Hubble, on Hmm. en a beaucoup parlé. Récemment, le JWST, le James Webb. Et au sol, j'ai beaucoup utilisé les télescopes qui sont au Chili, parce Ok. que ce sont des lieux absolument magiques pour les observateurs. Il y en a d'autres, hein. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'astrophysique? Comment est-ce que, enfin, des fois on dit un petit peu cette expression, comment est-ce que vous êtes tombé dedans? Je sais pas si Ah non, ça. moi je suis pas tombé dedans du tout. Pas du tout. Ok. J'ai pas mal de collègues qui effectivement disent, et c'est vrai, que des gamins, ils ont commencé à regarder, etc. Moi non, non, pas du tout. J'ai jamais fait ça, sauf une fois. Mais j'avais déjà, moi je crois que j'étais en cinquième, je devais avoir 12, 13 ans. Ok. Et j'avais commencé à lire un livre qui s'appelait L'astronomie Ok. de Pierre Rousseau. Hmm. Plus personne ne se souvient de lui, mais c'était pas mal. Il y avait très peu de livres de vulgarisation dans tous les domaines, d'ailleurs y compris l'astronomie à l'époque, à part évidemment l'astronomie populaire de Flammarion ou d'Arago, mais sinon il n'y en avait pas beaucoup. Et donc j'avais trouvé celui-là, puis je m'étais arrêté quand même assez vite. Ça m'avait pas... Ce- Mais ça ce- m'avait intéressé au début. Et ensuite j'ai fait la rencontre j'avais une quinzaine d'années, de quelqu'un qui me parlait d'art et qui s'intéressait à la science et qui un jour, à la campagne, avait une petite lunette toute simple, 60, enfin 6 cm de diamètre, c'est pas très gros, mais ça va, hein. Et il m'a fait observer Mars, qui à l'époque était relativement proche, comme ça arrive souvent. J'avais été fasciné, et puis il me montrait le ciel, et puis il me décrivait les constellations, et j'étais étonné de savoir que dans tout ce fatras, on pouvait classer, nommer, il y avait des figures typiques, etc. Voilà. Mais pour autant, je ne me suis pas dit, je vais faire de l'astronomie. J'ai fait mes études universitaires, et c'est à la fin, quand j'ai décidé de faire de la recherche, que je me suis dit dans quel domaine. Alors j'ai longtemps hésité, j'étais intéressé par plein de choses en fait. Hmm. Et puis finalement, je me suis dit pourquoi pas l'astrophysique. Et Comme ça. je vais à côté de ce studio. Nous ne sommes pas très loin de l'Institut d'astrophysique de Paris, Hmm. boulevard Arago, de l'Observatoire. Et je rencontre Évry Schatzmann, qui était vraiment quelqu'un de très important à l'époque, qui a été un des pères de l'astrophysique française. Hmm. Et je lui dis, voilà, je voudrais faire votre DEA, ça s'appelait comme ça, diplôme d'études approfondies. Il me dit, non, c'est plein, faites autre chose, faites de la théorie moléculaire, vous verrez, c'est utile pour les astronomes. Voilà, et c'est petit à petit, par ce biais-là, très indirect, que j'ai été amené à rejoindre une équipe de l'Observatoire de Meudon, à faire des calculs théoriques. Et ce n'est que quand j'ai fait mon service militaire, ah oui, mon service militaire qui à l'époque existait encore, Ouais. hein, du mon âge, vous pouvez l'imaginer. Et, j'étais- un collègue vient me dire, mais tu sais, on est en train de chercher dans la coopération technique, on pouvait le faire dans l'armée, mais aussi coopération technique ou culturelle. Et dans la coopération technique, vous pouviez aller rejoindre un laboratoire qui travaillait plus ou moins en liaison Ok. avec l'armée ou pour l'intérêt de la France. Il se trouve qu'au Chili, il y avait l'Observatoire européen. La France en faisait déjà partie, c'était d'ailleurs un des pays fondateurs. Et ils acceptaient, ils accueillaient des coopérants
qui pouvaient venir travailler pendant 1 an et demi. C'était 1 an et demi de service militaire dans le cadre de la coopération technique. Et donc j'étais ravi. Moi, imaginez, j'étais en 73 pour plusieurs raisons. Il y avait politiquement, il se passait des choses que je trouvais intéressantes. Voilà, bon, on pourrait en parler des heures, hein, mais on va résumer. Et c'était mon premier voyage, effectivement. Je découvrais un pays nouveau. On voyageait beaucoup moins que maintenant, hein. Et oui, en 73, quand même, c'était pas pareil. Mm. Et là, je découvre cet observatoire, voilà, qui est maintenant très, très différent de ce qu'il était à l'époque. Et je commence à faire des observations. Je découvre le ciel d'une autre façon. Et voilà, ça a commencé comme ça. Quand je suis revenu, j'ai rejoint donc des observateurs, des astronomes, et j'ai commencé ma thèse. Parce qu'à l'époque, il y avait 2 thèses. Il y avait une thèse rapide, qui correspond à peu près à la thèse d'aujourd'hui, qui se faisait en 2-3 ans, Ouais. thèse 3e cycle, qui clôturait les études de 3e cycle de spécialité. Et après, il y avait la thèse d'État, une thèse d'État, voilà, une thèse doctorat d'État, sur un sujet beaucoup plus construit. Alors, dans le domaine des sciences humaines, ça pouvait durer 8 ans, 10 ans. Pour nous, les scientifiques, ça dure au moins 5 ans. Ok. Maintenant, tout ça, ça a changé pour s'aligner au concept américain de PhD. Voilà. Et maintenant, c'est 3 ans, en principe, la thèse. Après le master, on fait une thèse en 3 ans. Okay. 4 ans, exceptionnellement, si, pour des raisons techniques, on a besoin d'une année supplémentaire. Voilà comment, vous voyez, donc ça n'a pas été comme ça. Non, c'est pas du tout le truc d'Astérix et d'Obélix. Non, je suis pas tombé dedans. Et donc là, vous êtes lancé dans l'astrophysique, mais ensuite vous vous êtes quand même spécialisé, en tout cas intéressé aux galaxies. Comment est-ce que... Oui, on ne peut pas aborder l'astrophysique d'un seul coup comme ça, comme un bloc. Il y a tellement de sous-disciplines, tellement de spécialités, qu'à chaque fois, on y consacre sa vie. Des gens qui s'intéressent aux planètes peuvent y passer leur vie. Même certains s'intéressent qu'à la planète Jupiter ou la formation de Saturne ou les arcs de Saturne, parce que on a des degrés de connaissances qui sont de plus en plus pointus. Donc voilà. Et moi, je me suis intéressé. Alors, il y a les étoiles aussi, même les étoiles. Vous avez des spécialistes des étoiles chaudes, d'autres spécialistes des étoiles froides. C'est pas les mêmes propriétés. C'est même pas toujours les mêmes phénomènes d'ailleurs, hein. Et puis, moi, je me suis intéressé. Il y a des gens qui s'intéressent à la galaxie, notre galaxie, puisque le Soleil se trouve dans un ensemble plus vaste constitué de 200 milliards d'étoiles. Le Soleil fait partie d'une de ces étoiles. Nous sommes dedans. C'est ce que l'on voit la nuit quand on voit la Voie lactée. Mais on a découvert dans les années 1920, parce qu'on est aussi dans les années 20, mais je parle du siècle précédent, que des nébuleuses que l'on voyait comme ça sous forme, comme son nom l'indique, c'est trouble, c'est laiteux, étaient aussi des galaxies, mais beaucoup plus lointaines, à tel point que ne voyait qu'une petite trace. Et grâce à des télescopes de taille assez importante, conséquente, on a découvert que ces galaxies étaient comme les Voies lactées. Il y avait des étoiles par milliards, il y avait du gaz, il y avait de la poussière, voilà. Et on a même découvert d'ailleurs que parmi toutes ces galaxies, il y avait des hiérarchies en luminosité, en masse, et qu'il y avait des formes irrégulières, des formes spirales, formes de disques, d'autres qui ressemblent à des ballons de rugby, d'autres qui ressemblent à des vrais ballons. Donc il y a d'autres qui interagissent, d'autres qui sont déchiquetés. On les retrouve en groupe, en amas. Il y a forme des filaments cosmiques. Donc là, c'est tout un monde. C'est ce qu'on appelle l'astrophysique extragalactique, puisqu'on est en dehors de notre galaxie. Et moi, je me suis intéressé à ça. Okay. C'est vrai que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, toutes les galaxies sont des espèces de grandes spirales et font toutes plus ou moins la même forme. En fait, pas du tout. Il y en a qui ont des tailles et des formes différentes. Qu'est-ce qui impacte en fait la forme de ces galaxies? Bien, ce qui impacte, il y a beaucoup de choses évidemment qui impactent, ça fait partie de nos domaines de recherche d'ailleurs, hein. Pour l'instant, on sait en fabriquer avec des modèles numériques, etc., qui intéresseront d'autres collègues, mais quand on les observe, on se rend compte qu'elles ont des vitesses de rotation différentes, elles tournent autour du centre, elles sont sous forme de disques souvent, il y a plus ou moins de poussière, plus ou moins de gaz, il y a des étoiles qui
qui semblent s'égrener comme ça en formant des bras, ce qu'on appelle les bras spiraux. Mais d'autres, effectivement, on a l'impression qu'elles ont été formées d'un seul coup, qu'elles ont formé quelque chose de beaucoup plus régulier, comme un ballon de rugby, un petit peu, Ouais. qui peut être plus ou moins plat, plus ou moins allongé. Et ça, ce sont les conditions de formation, parce que l'idée, c'est que pour former une structure comme cela, on part d'un gaz initial. Le gaz, on sait ce que c'est qu'un gaz, Ouais. on respire. Eh bien, au préalable, avant qu'il y ait une galaxie, il y a des paquets de gaz que on peut retrouver la trace quand on regarde très loin dans l'univers, quand on regarde l'univers tel qu'il était il y a 13 milliards d'années. Et il y a ce qu'on appelle des grumeaux, des endroits où effectivement le gaz est un peu plus dense qu'ailleurs. Et ce sont ces nuages de gaz qui, sous l'effet de leur propre poids, se contractent, se fragmentent et deviennent de plus en plus petits et forment justement ces galaxies. C'est-à-dire des étoiles qui se forment à l'intérieur. Et évidemment, cet ensemble, d'ailleurs, il y a beaucoup de spécialistes en France, François Scombe, vous allez bientôt. interviewer, va en parler très très bien. Et donc, on voit bien que les conditions initiales sont importantes. C'est-à-dire, quelle est la densité de gaz initial? Est-ce que ce gaz initial est en rotation? Est-ce qu'il va rencontrer un autre nuage de gaz? Est-ce que l'ensemble va se mettre à tourner, fusionner ou pas? Voilà. Et ce sont toutes ces interactions, tous ces paramètres importants qui finalement vont donner la configuration finale qu'aura une galaxie à un moment donné, sachant que ça peut aussi varier. Il y a d'autres galaxies dont on pense qu'elles se forment par agglomération de galaxies plus petites, les galaxies naines, ce qu'on appelle les galaxies naines. Alors, par exemple, si l'on essaye d'imaginer, parmi les petites galaxies, vous avez des galaxies qui contiennent à peu près 100 000 étoiles. C'est pas très gros. D'autres qui contiennent des milliards, 200 milliards d'étoiles. Oui, ça fait quand même une grosse différence. Ouais. Hein. Et même autour de notre Voie lactée, il y a des petites galaxies, satellites. Il y a par exemple le grand nuage de Magellan, qui est un nuage, on appelle ça nuage parce que quand on l'observe depuis un bateau, quand on est dans l'hémisphère sud, puisqu'on le voit dans l'hémisphère sud, ça ressemble à un nuage. Ça ressemblait à un nuage, mais contrairement aux autres, il ne se disperse pas. Il est toujours au même endroit. Donc on a bien vu que ce n'était pas un nuage gazeux, mais ça a intrigué les premiers navigateurs, comme Magellan. Et il y en a un autre plus petit à côté, le petit nuage de Magellan. Ils sont tous les deux satellites, ils tournent. On a pu établir qu'ils sont satellites de notre galaxie. Et il y en a d'autres. Ils tournent autour, oui, plus ou moins, effectivement. On pense d'ailleurs qu'à un moment, ils vont finir par tomber vers le centre de notre galaxie dans quelques milliards d'années. Ouais. Et il y a toute une série de satellites. Si vous regardez la galaxie d'Andromède, qui est la seule galaxie qu'on puisse voir à l'œil nu dans l'hémisphère nord, à côté de la constellation de Cassiopée, constellation d'étoiles, eh bien, on voit comme un cigare allongé, hein, ou quelque chose de très... On le voit même dans une lunette d'amateur, on le voit, c'est assez joli. On voit pas beaucoup plus de choses. Hein. Après, il faut un télescope plus puissant, faire des photos pour voir qu'il y a des étoiles, qu'il y a beaucoup de détails. C'est une des plus belles galaxies à voir et à photographier depuis l'hémisphère nord. Mais il y a deux galaxies, NGC, ils ont des noms comme ça, NGC 205 par exemple, qui ressemble justement à un petit ballon de rugby, et puis un autre, dont j'ai oublié le nom, qui est à côté. Il y en a deux, vraiment très très nets, qui sont satellites de ça. Donc ça montre bien qu'il y a eu un nuage initial qui est commun à tout le monde, et que ça finit par former quelque chose d'important au centre, mais ça s'est fragmenté et d'autres galaxies sont formées à côté. D'accord. Mais si je remonte vraiment encore plus loin dans le passé, donc les étoiles se sont formées avec des amas de gaz qui ont fini par s'agglomérer. Mais quand on regarde dans beaucoup de systèmes, on voit des planètes qui sont telluriques. Comment en fait on passe d'un moment, quelques instants après le Big Bang où en fait il n'y a rien, avec des planètes avec des systèmes solaires, avec des galaxies qui ont des compositions, qui ont des structures qui sont aussi complexes et singulières les unes par rapport aux autres. Vous me demandez de raconter toute l'histoire depuis le début. Il va falloir un long podcast. Voilà. Non, mais bon, c'est vrai que quand on regarde l'image de l'univers
Ouais. donné par le satellite Planck, où vous voyez qu'il y a très peu de structures. C'est vraiment, il n'y a pas de choses encore, il n'y a pas d'hippopotame, il n'y a pas de lac, il y a rien, hein. On est vraiment dans un système gazeux plus ou moins avec des grumeaux. Ouais. Les grumeaux, c'est important, c'est-à-dire que c'est pas uniforme. Il y a une température qui est de l'ordre de 3000 degrés, l'image que nous transmet cette, euh, cette image de l'univers à 300 000 ans après le Big Bang. Mais on sent que c'est à partir de là qu'il va y avoir des Des lieux qui vont agglomérats. s'effondrer, s'agglomérer, donner naissance. Alors là, il y a toujours encore des objets d'étude. Est-ce qu'on obtient d'abord les premières étoiles? Est-ce qu'on obtient des galaxies? À l'intérieur d'elles, de ces galaxies, on va voir des étoiles apparaître. Où est l'œuf, où est la poule? Donc tout Mhm. ça, ça fait partie de où est le trou noir. Est-ce que les trous noirs sont au contraire les graines initiales à partir desquelles on forme les galaxies, ou Ok. est-ce qu'au contraire les galaxies se forment et puis à l'intérieur, inévitablement, on va Provoque des voir trous apparaître noirs. des trous noirs. Donc tout ça, c'est encore, même s'il y a des préférences dans les interprétations, ça fait encore partie Ouais. des études, des recherches. Mais toujours est-il que, effectivement, il va y avoir une période où la gravitation joue son rôle et fait se structurer, fait effondrer des grandes masses de gaz qui donnent des amas de galaxies. Il n'y a pas qu'une galaxie qui se forme, souvent un groupe, souvent un amas de milliers de galaxies qui, en fonction du comportement de chaque grumeau, eh bien, va être spirale ou pas spirale, ou elliptique, ou irrégulière. Ils vont interagir. Donc il y a toute une zoologie Ouais. galactique qui est passionnante, hein, Mhm. qui est passionnante. Et tout ça, ça va évoluer. Alors maintenant, plongeons dans une de ces galaxies. Je vous ai dit qu'il y a des étoiles. Il n'y a pas que, hein, il y a aussi du gaz. Ces étoiles ont été formées à partir de gaz, de poussière, de molécules. Mais si on regarde chaque étoile s'est formée aussi à l'intérieur par effondrement d'un gaz lui-même, hein. Et donc c'est marrant, il y a une hiérarchie comme ça, structurelle. Et si on regarde le Soleil, par exemple, le Soleil se forme à partir D'un amas de gaz. d'un amas de gaz initial, mais il y a une rotation. Ce gaz, il tournait. Ouais. La preuve, c'est que toutes les planètes tournent. Ouais. La- Ce qu'on appelle le moment angulaire, la masse une quantité de gaz avec sa vitesse, ça crée ce qu'on appelle un moment angulaire, c'est une constante. C'est-à-dire que c'est un peu comme vous savez, une danseuse qui se met à danser. Elle a ce qu'on appelle un moment angulaire qui est lié à ses dimensions. Si elle diminue la taille, Elle elle tourne se plus met à vite. tourner plus vite. Donc là, vous avez un gaz initial qui a une grande dimension, et au fur et à mesure qu'il se contracte, il Ah. va se mettre à tourner de plus en plus Ah. vite. Et à l'intérieur, vous avez le Soleil qui se met à tourner, mais vous avez une partie de ce gaz qui s'est effondré en formant un plan. Ça, c'est logique. Quand Bah un oui. nuage tourne autour d'un axe, les parties extérieures autour de l'axe, hein, s'effondrent vers le centre et créent, d'une manière équatoriale, créent un disque. C'est pour ça d'ailleurs que la Terre est aplatie aux deux pôles, parce qu'elle tourne autour d'un axe et donc elle est légèrement aplatie. Comme c'est un solide, l'aplatissement est pas, il est léger. Mais en ce qui concerne un gaz, le gaz se met très très vite à avoir une configuration sous forme d'un disque. Et à l'intérieur, il y a le Soleil, ce qui va devenir le Soleil. Évidemment, tout ça, ça crée de l'énergie qui a besoin d'être évacuée. Donc on sait que on a vu, observé pour d'autres étoiles en formation, qu'il y a une partie de cette énergie qui part sous forme de jet. Mais on n'en est plus là pour le Soleil. Le Soleil s'est formé, il brille maintenant. Et le long du disque, qui est assez important, beaucoup plus important que les dimensions du Soleil, les dimensions de ce qu'on appelle le système solaire, eh bien vous avez des petites poussières qui, elles, finissent par se coller les unes aux autres, ce qu'on appelle les planétésimaux. Et petit à petit, les planètes vont se former à l'intérieur de ce disque. Et les planètes vont d'ailleurs balayer un petit peu tout ce qu'il y a autour, faire le vide. Et on se retrouve avec un système comme le Soleil, où vous avez une étoile centrale, et puis des planètes qui ont l'air d'avoir tout nettoyé et qui gravitent tranquillement en gardant, disons, leur vitesse initiale, quoi. D'accord. Ça, c'est pour la formation du système solaire. Ça ne veut pas dire que tous les systèmes sont comme ça, que toutes les planètes se sont formées comme ça. On remet en cause beaucoup de choses sur ce plan-là également. Mais vous voyez, les structures se forment comme ça d'une manière très hiérarchisée, à différentes échelles. Il se passe des choses différentes. Et ces petites poussières donc, qui s'agglomèrent, est-ce qu'elles étaient là depuis le début de l'univers ou est-ce qu'elles aussi, elles sont apparues à un moment donné?
Non, non, du Soleil? la poussière se forme. D'abord, certaines étoiles, en particulier les étoiles froides, ont tendance, peuvent former de la poussière d'une manière très efficace. Les étoiles, quand elles évoluent, vous savez, les étoiles ont une façon de se comporter en fonction de leur masse, Ouais, elles ont une température, une certaine luminosité. Et ensuite, quand elles épuisent leur carburant. leur carburant, ce qu'on appelle carburant, c'est-à-dire la matière qui permet effectivement d'alimenter des réactions nucléaires et donc de briller, parce que là, quand vous faites une réaction nucléaire, vous donnez de l'énergie, cette énergie s'évacue et en quittant l'étoile, eh bien, il y a le quitte sous forme de lumière. Donc, je disais que certaines étoiles, quand elles évoluent de cette séquence où elles sont tranquillement en train de briller pendant des milliards d'années, eh bien, elles peuvent former des grandes quantités de poussière. Donc ça, c'est une façon de les former. Vous avez aussi de la poussière qui se forme dans l'espace interstellaire. C'est un espace froid. Donc, il y a des molécules qui peuvent très bien ensuite continuer à se former comme ça. Voilà, donc cette poussière-là, elle est nécessaire à la formation des étoiles parce que si vous voulez, ça libère un peu l'énergie, ça chauffe et ça libère de l'énergie, donc ça permet de continuer la contraction. Parce qu'un gaz qui est très chaud, il ne se contracte plus, il a au contraire tendance à s'en aller. Donc la poussière joue ce rôle de refroidissant. Et se pose toujours le problème de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire qu'on se dit, oui, mais alors les premières étoiles, si ce sont les étoiles qui fabriquent de la poussière, comment se fait-il, comment les premières se sont-elles formées s'il n'y avait pas de poussière? On est D'accord. toujours dans ce genre de problématique, c'est ça qui est passionnant. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des théoriciens, des observateurs et des instrumentalistes, on a heureusement, grâce aux théoriciens, ils viennent toujours à l'aide et ils sont toujours prêts à trouver des théories et des modèles et des explications. Donc grâce à eux, on avance. Et il y a effectivement des possibilités via l'hydrogène pur, parce que c'est ça, Mhm. il n'y a que de l'hydrogène et de l'hélium. Ça, c'était l'objet de ma thèse, hein, la quantité d'hélium initiale, 25%, 75% en gros, le reste c'est nous, on ne compte pas. Et donc, donc, on arrive à former des étoiles pourvu qu'elles soient de très grande masse, parce que plus elles sont massives, plus évidemment elles peuvent se Ouais. contracter et elles se libèrent de la contrainte de ne pas avoir de poussière qui les refroidit, qui permet à des entités plus petites de se former.